Amis du hack, bonsoir, bienvenue dans Les Activistes, votre podcast sur l'actualité du hack tous les lundis à 18h pour parler de l'actualité du premier et à jamais club de football français en partenariat avec France Bleu Normandie. Pour nous accompagner ce soir, Romain est avec nous. Bonsoir Romain. Salut tout le monde. Florian est également des nôtres. Bonsoir Florian. Bonjour à tous. Au sommaire de ce numéro des Activistes ce soir, ça marque, ça cale, retour sur Hack Châteauroux. Média Pro et les amateurs, crise à la LFP sur fond de droit télé, votre rubrique Activez-vous avec vos réactions, et enfin, vous en avez l'habitude, quelques brefs du hack pour conclure cette émission. Cette émission qui d'ailleurs n'est pas la nôtre et la vôtre, nous allons vous le prouver maintenant. Les Activistes numéro 7, c'est parti. Retour sur Hack Châteauroux. Comme d'habitude, étude de composition des équipes. Il y avait une revanche à prendre après le 3-0 à Paris. Khalid Boutaïd, entre les deux, a signé, mais il n'était pas présent sur la feuille de match hier soir. Nous allons revenir avec vous sur tout ça. Premièrement, composition des équipes. La première chose que j'aimerais voir avec vous, messieurs, on vient d'en parler, c'est Khalid Boutaïd qui signe le dernier jour du mercato. Il signe libre, donc on pense qu'il a de bonnes chances d'être à minima sur la feuille de match contre Châteauroux. Et on apprend donc la veille qu'il n'est pas qualifié pour toujours un problème administratif entre lui et le Zamalek. On suppose, sans le dire, que vu qu'il y a eu un conflit au niveau du versement de certains salaires, et peut-être que c'est ça qui fait qu'il n'a pas reçu sa lettre de sortie internationale. Messieurs, qu'est-ce que vous pensez déjà de ce premier impair sur notre nouvelle recrue? Romain. Ah là là, bah, malheureusement, j'ai envie de dire, c'est le énième problème administratif du hack. Après, de la faute du club, pas de la faute du club, on sait jamais puisqu'on n'est pas en interne. Mais on peut que constater que c'est le énième problème administratif au hack depuis quelques années maintenant que ça dure. Et là, pour Boutaïb, c'est franchement dommage. On a un gars qui arrive libre. Bon après, il y a peut-être certainement un temps de prépa physique derrière à mettre, donc il aurait peut-être pas démarré titulaire, mais c'est sûr qu'on aurait bien voulu le voir rentrer, peut-être même à la place de Basile, parce qu'on va parler des entrées sur le match, mais on aurait bien voulu le voir rentrer et puis le voir toucher ses premiers ballons malheureusement. Et pour l'instant, j'ai compris que le problème était entre les mains de la FIFA pour la validation. J'ai compris ça, j'ai lu ça, et donc pour le moment, on ne sait même pas combien de temps ça va durer. Paris-Normandie laissait entendre que potentiellement ça pouvait un petit peu durer. Florian, qu'est-ce que tu as à rajouter à ce sujet? Pas grand-chose, c'est vrai que ça aurait été trop beau que tout se passe correctement pour les débuts de Boutaïd. Est-ce qu'il aurait été titulaire? Je ne pense pas, malgré la pause internationale qui aurait permis un peu d'entretien physique, je ne serais pas sûr. Après, vu la physionomie du match, est-ce qu'il serait rentré en fin de première mi-temps? Pareil, à voir. En espérant que ça soit réglé pour au moins le week-end prochain, vu qu'on va parler par la suite du match, ça serait cool, parce que si c'est pas le cas, on risquerait d'être un peu dans la panade, pour ne pas dire autre chose. Ce point étant terminé, parlons tout simplement au moins des présents. Donc Paul Le Guen lance le 4-4-2 dont on avait l'habitude la saison dernière. Par contre, au niveau du positionnement, Fontaine, on force pour Fontaine, on le place mal. D'un côté, c'est paradoxal, on a la composition d'équipe que Paul Le Guen favorise, donc le 4-4-2, et on revient sur le point qu'on a dit avec Jean-Pascal, qui joue un rôle qui n'est pas le sien et qui n'est pas le rendre service. Florian, est-ce que tu as été surpris par la disposition tactique de Paul Le Guen à l'entame de la rencontre? Alors quand j'ai vu la compo arriver et que j'ai vu un 4-4-2, déjà j'étais très content. Parce que c'est ce qu'on voulait surtout pour l'animation offensive, que Thierry ne soit pas tout seul. Après, les gens alignés sur la feuille, en défense, je m'attendais pas à autre chose. Je sais pas vous, mais pour moi, c'était pas le cas. Le milieu, c'était perplexe. Au milieu de centre, c'est ce que je voulais. Les Calais basques. À gauche, Meras. Bon, après, on verra que c'est plus Ben Mohamed qui était plus haut. Donc pareil, ça, je m'y attendais. Après, à droite, quand j'ai vu Fontaine, je fais ah, il y a quelque chose que j'ai pas vu, que j'ai pas compris. Après, sur le match, on revient après, je trouve qu'il a pas été si mauvais sur le côté. C'est pas lui que j'aurais mis, mais bon, c'est atypique, mais c'est pas catastrophique sur ce point-là. Et par contre, un plaisir de voir cette doublette devant Bentil et Thierry. Parce que, comme on l'a dit, le problème depuis le début de saison, c'était la création d'occasions. Et un Jamal qui serve
qui conservait bien le ballon, mais qui était toujours tout seul et qui pouvait rien créer à lui tout seul. Donc c'était vraiment avec envie et engouement. On en avait parlé juste avant le match, que je n'avais pas du tout un attrait pour ce match, vu la dynamique, vu l'adversaire aussi, sans vouloir manquer de respect à Châteauroux. Moi, à chaque fois que je vois Châteauroux, je sais très bien que ça va être pas une purge, mais pas un plaisir à regarder. Donc déjà, ça m'a donné un peu plus d'attrait. Et puis la première de Mentil, donc franchement, c'était très agréable sur le papier. La première titularisation, on verra qu'elle a été plus que correcte pour la première. Romain, on en avait discuté dans les précédentes émissions. Imad Abdelli, variable d'ajustement. Dès qu'on a vu 4-4-2, il fallait pas être grand clair pour savoir que c'est lui qui serait sacrifié dans le cadre de cette disposition tactique. Est-ce que ce 4-4-2 te tentait en avant-match? Ça fait longtemps qu'on en parle, on l'avait vu venir ce 4-4-2 dans les activistes, et on avait aussi, comme tu l'as dit, vu venir que Imad Abdelli était infusible dans la composition d'équipe si on passe en 4-4-2. Tout se confirme. Je pense que Thierry Bentil, ça fait plaisir à voir. Il y a eu de l'animation offensive, on pourra en parler après. La petite surprise aussi de Merach qui retrouve son poste de latéral gauche. C'est lui qui amène le centre sur le but. Pareil, on peut en revenir, mais c'est la petite surprise aussi d'hier soir. Il était pourtant annoncé milieu gauche sur les compos, mais quand son positionnement c'était bien celui de latéral. Et puis après, Fontaine n'a pas fait un si mauvais match, mais effectivement, c'est pas forcément lui qu'on attendait à ce poste. Quentin Cornet était resté sur 2 ou 3 matchs en demi-mesure. Donc je pense aussi qu'il y a de ça. Si Cornet avait performé sur les matchs précédents, il aurait été titulaire à la place de Fontaine hier, je pense. Non, je suis content que ce soit passé en 4-4-2. Maintenant, on sait très bien que les deux devant sont censés être Tiaré et Boutaïb en finalité. Voilà, on attend maintenant. Malheureusement, on va attendre peut-être un certain temps maintenant avant de voir ces deux-là devant. Très bien, messieurs. Parlons de la première mi-temps. Une première mi-temps qui a commencé pour un peu mieux. But rapide, tu l'as indiqué, d'un centre d'Oumout Meras sur Jamal Tiaré, légèrement détourné par Godwin Beltil. En tout cas, que ce soit l'un ou l'autre, ça nous va bien. Une ouverture du score rapide. On pensait qu'à ce moment-là, ça partait plutôt bien. Le 4-4-2 qui donne ses premiers fruits dès le départ. Malheureusement, une égalisation un peu trop rapide de Gilles Sunu suite à un ballon repoussé dans ses pieds par Mathieu Gorgelin sur un coup franc bien tiré. Et la tuile de fin de période avec et sur la même action, Jamal Tiaré et Oumout Meras qui se blessent. Je ne sais pas si vous connaissez la loi de Murphy qu'on peut résumer par la théorie de l'emmerdement maximal, mais malheureusement, en fin de première période, on pouvait se dire que c'était bien engagé. Romain, première mi-temps, de bonnes choses, une des déceptions, qu'est-ce que tu en as pensé? De bonnes bases, un but à la 9e minute à la maison, c'est juste parfait pour l'entame de match. Un beau but en plus, je veux dire un centre de ce qu'on attend. On attend de ça de Mout Meras, on attend qu'il vienne mettre des centres sur la tête de Tiaré. Bentil qui traîne par là, qui dévie le ballon, c'est parfait. En plus comme ça, le but lui a été attribué. Bon, ça sera pas le plus beau qu'il mettra, et j'espère qu'il y en aura d'autres, mais le but lui a été attribué, donc c'est super pour ses débuts en Ligue 2. Faut vraiment le souligner. Moi, je l'ai trouvé vraiment remuant devant. Maintenant, ça manque un peu certainement de complicité avec Tiaré. On peut pas le reprocher, c'est tout à fait normal. Mais c'est prometteur. Bentil, je pense qu'il va pouvoir faire des bonnes entrées en tant que joker là, et puis sur les prochains matchs en tant que titulaire certainement, puisque pareil, on l'avait vu venir depuis longtemps, mais Tiaré s'est blessé. Alors je passe une petite info là, d'après le journal de ce matin. Pour Oumout et pour Jamal, ça a l'air d'être musculaire, c'est pas très grave. D'après l'entraîneur, ils seront arrêtés quelques jours. Donc, alors ils seront pas opérationnels certainement pour le prochain match, on peut déjà le dire, mais ça semble pas très grave. Voilà. Donc c'est quand même une info plutôt rassurante et heureusement. Mais oui, Thierry qui se blesse sur une course, un grand classique, vu comment il s'est donné depuis le mois d'août. Voilà, sur une accélération, une course, il vient à se claquer. C'est pas comme si on n'en avait jamais parlé. C'était malheureusement presque écrit d'avance. À la mi-temps, on rentre avec 1-1, c'est logique, les deux équipes sont vraiment sur un niveau équivalent. On n'est pas non plus sur un énorme match sur la première mi-temps. Je pense que ça s'est un peu mieux enflammé, c'est peut-être un bien grand mot, mais on va dire que ça a plus joué des deux côtés en seconde mi-temps.
Mais sur la première mi-temps, 1-1, le but qu'on prend, il est quand même difficile à manœuvrer pour Gorgelin. Le coup franc est très bien tiré, ça arrive devant lui. Il est pas super sur son intervention, mais ça remonte devant à 3 mètres, il y a du voilà, monde. c'est vraiment difficile à négocier. Franchement, je lui jette pas la pierre du tout. Franchement, je dirais même pas qu'il a fait une erreur. Franchement, c'est vraiment pas facile à négocier. Florian, qu'est-ce que tu as pensé toi aussi de cette première période? Le but, j'ai beaucoup aimé l'action. Après, ceux qui ont suivi sur Twitter savent que j'avais mis Bentil buteur sur un site de paris sportif, donc je suis très content, même s'il faut quand même avouer que c'est Jamal qui fait tout sur l'action. Mais bon, c'est pas grave, pour nous l'essentiel c'est qu'il y ait but. Ensuite, après, pour le but de Châteauroux, c'est la spéciale, hein. On dit toujours qu'un coup franc doit être placé entre la ligne de défense et le gardien, pour que soit les défenseurs soient en panique et dégagent mal, soit que l'attaquant marque, ou soit le gardien, soit sa vigilance soit trompée. On va pas blâmer Gorgelin pour cette erreur, parce que vu le nombre de sauvetages, le commentateur nous avait dit en avant-match que c'était un des portiers qui faisait plus d'arrêts en Ligue 2, qui subissait plus de tirs, donc on va pas le blâmer. Il a fait beaucoup d'arrêts pour nous. Une erreur, c'est pas trop grave. Après, malheureusement, c'est une erreur qui coûte 3 points, mais ça arrive. Il faut pas lui en vouloir sur ça. Après la double blessure, Meras, j'ai pas vraiment vu comment ça aurait pu arriver. Pour Thierry, évidemment, là on voit, c'est soit le sprint de fou qui nous fait, ou la passe derrière en extension qui doit lui claquer sur la jambe. Alors c'est jamais bon signe des blessures seules, donc ça vient soit sans doute d'un effort trop soutenu, ou peut-être une accumulation de fatigue aussi. C'est possible, donc après, si apparemment c'est pas très grave, heureusement. Ensuite, vu la faiblesse de l'effectif offensif qu'on a devant, une longue blessure, ça m'aurait fait peur sur ce cas. Après, à voir le week-end prochain s'il sera dispo ou non, s'il l'est pas, comment s'adapter. Mais malheureusement, pour cette première période, on retiendra que les blessures. Parce que dans le jeu, c'était pas non plus foufou. Le but en lui-même, oui, mais 2 blessures pour un but. En plus, vu les joueurs blessés, on retiendra plus les blessures que la qualité de la première mi-temps ou le but. On passe ensuite à la deuxième période, après ce retour au vestiaire un partout. On a eu très chaud. On a eu très chaud au retour des vestiaires. Une superbe frappe de Romain Grange. Gorgelin complètement battu, et Herzog qui fait le don de son corps et particulièrement de sa tête pour sortir. Même le frappeur de Châteauroux a pas compris comment il a pu ne pas marquer. Ensuite, une accélération de rythme intéressante mais stérile, et qui finit en fin de match, où là il y a vraiment de belles possibilités pour le Hack. Et on en avait également parlé entre nous, chers amis auditeurs. On s'est dit, et si Mahmoud, pour se rappeler au bon souvenir de Châteauroux, et à 10 minutes de la fin, on n'était pas loin de ça. Florian, continuons avec toi. La deuxième mi-temps, est-ce que tu as des regrets sur cette deuxième période, ou est-ce que finalement tu te dis c'était passé tellement près pour nous que si c'est pas si mal finalement? C'est un peu des deux, parce que quand on voit la deuxième mi-temps, c'était des périodes de domination, soit de Châteauroux qui était autour de la défense avraise, puis à un moment c'était nous qui étions devant la défense de Châteauroux. Le magnifique sauvetage d'Ersoy sur sa ligne qui nous sauve le match, hein, là sur ça on peut pas dire. Comme quoi, quand il arrive à calmer ses nerfs, c'est un très très bon défenseur pour nous. Donc on n'oublie pas le craquage, hein, évidemment, mais c'est très bien. Il se remet tranquillement dans une voie qu'on lui préfère. Ensuite, on a un but de Bentil refusé pour hors-jeu. C'est dommage, parce qu'il s'il fait 2-3 pas en arrière, il n'est plus hors-jeu. Et du coup, ça aurait pu changer vraiment la chose. Après, évidemment, c'est difficile à dire. C'est facile à dire pour nous qui sommes assis dans le canapé, mais quand la balle arrive, que le gars tire et tout, c'est vrai qu'on n'a pas l'instinct de reculer. Mais s'il avait fait ces 2-3 petits pas, ça aurait pu changer tout. Ensuite, alors c'est peut-être mon côté chauvin, fan du hack qui parle, mais le sandwich sur Abdelli en fin de match, alors qu'il avait passé le ballon et qu'il avait passé entre les deux défenseurs, et qu'il se fait écrabouiller, j'ai pas trop compris. Pour moi, c'est un peu d'anti-jeu, mais je pense que si j'étais fan de Châteauroux, j'aurais pas dit ça.
Il y avait la Il n'y a pas place. scandale. Il y a pas scandale. Non, il n'y a pas scandale, c'est sûr. Je pense que les deux, ça aurait pu siffler. Après, peut-être qu'il avait trop poussé son ballon et qu'il pouvait pas le récupérer derrière. C'est peut-être ça aussi qui joue. Après, quand on regarde les stats, il y a beaucoup plus de tirs que d'habitude. 13 tirs dans la rencontre, 5 cadrés. C'est déjà un bon début sur le fait de créer des occasions. Elles sont peut-être pas souvent dangereuses, mais au moins c'est bien, parce que quand on comparait les matchs d'avant où il y avait 2 tirs, ou que le premier tir il arrivait à la 70e, je pense que c'est un match qui aurait dû être gagné, parce que, comme je le dis, Châteauroux, mais on est habitué, hein, Châteauroux l'année dernière on avait perdu à domicile. C'est dommage, j'ai beaucoup aimé Bentil et Ersoy sur ce match, mais malheureusement on retiendra, enfin pour ma part on retiendra que les blessures à proprement parler, parce que ce sont les deux faits marquants du match. Romain, toi, qu'est-ce que tu as pensé de cette seconde période? Cette seconde période, je suis partagé parce que, comme tu le dis, ça reste stérile. Maintenant, j'ai trouvé qu'on a moins joué à la balle que sur les autres matchs, qu'on a plus cherché à aller de l'avant. Il y a vraiment eu des phases de construction très très intéressantes et très rapides. Malheureusement, ça s'est pas soldé par un but. On a eu très chaud 2 fois. Romain Grange, toujours dans les bons coups, hein. Moi, j'adore ce joueur personnellement, mais ça fait déjà quelques saisons qu'il fait des bonnes saisons. Et c'est vrai qu'on a eu très chaud. Heureusement qu'Ersoy se jette sur sa ligne là. Et moi, je voulais juste noter aussi un bon match de Victor Lecal. J'ai trouvé qu'il avait été bien plus présent que sur les autres matchs. Et ça, je pense que c'est bon signe. Je pense qu'il est en train, et on n'en doutait pas, mais faut le souligner quand même, il se remet à l'endroit. La période des mercato est passée. J'ai trouvé qu'il avait fait un bon match défensif. Il a cherché, comme à son habitude, la première passe au plus juste. Et j'ai vraiment trouvé qu'il avait fait une bonne rencontre. En tout cas, c'est en nette amélioration par rapport à ce qu'il a pu montrer sur les autres rencontres. Maintenant, on n'est toujours pas là à la finition. Alors attention, hein, on a passé la deuxième mi-temps avec un Basile Bentil devant, donc vraiment pas évident, hein. Donc quelque part, dans la construction, c'est beaucoup mieux. Maintenant, quand on aura nos deux attaquants titulaires devant avec la même construction, le même niveau de construction, est-ce que ça peut payer? Moi, je suis assez confiant. Je pense que ça peut payer. Maintenant, avec Basile Bentil devant, là, c'était déjà plus compliqué, quoi, pendant 45 minutes. Moi, ce que je souligne aussi dans cette mi-temps, c'est qu'à un moment, il y a quand même eu tous les changements ont été faits. On ne pourra pas reprocher en tout cas à Paul Le Guen de ne pas avoir essayé de faire quelque chose. De temps en temps, on avait tendance à croire qu'il subissait sans pouvoir changer. Là, au moins, il a tenté quelque chose avec ces changements. Ça réussit pas. Ça ensuite, c'est le foot qui décide, et un but aurait pu lui donner complètement raison. C'est pas parce qu'il n'y a pas eu de but en deuxième période pour le HAC, donc samedi dernier, que ça lui donne tort, mais au moins il a essayé. Ça, au moins, j'apprécie au moins la tentative qu'il y a eu, et sachant qu'en plus on va avoir des absents à minimum pour la semaine, pour le match qui aura lieu samedi contre Dunkerque, et peut-être plus. C'est pas plus mal de commencer aussi à essayer des choses pour ce qui pourrait être une stratégie qui démarrera pour le prochain match. Prochain match à Dunkerque, messieurs. Un promu pas comme les autres, qui réussit plutôt bien en ce début de saison. On se souvient qu'on avait entendu parler à l'intersaison parce que Romain Basque avait été annoncé un peu chez eux. On s'en souvient un peu mieux, mais dans de plus mauvaises conditions, pour le match de Coupe de France l'année dernière, où on avait eu droit à une jolie élimination à Océane face aux Dunkerquois. Qu'est-ce que vous en pensez de ce match à venir? Est-ce qu'on doit s'inquiéter, ou est-ce qu'au contraire, on part en esprit commando avec des absents, en se disant on fait bien bloc et on est capable d'en mettre un petit au passage? Romain, quel est toi ton avis sur ce match à venir? Ouh là là, grande méfiance. Dunkerque, qui sont juste devant nous au classement. Alors, est-ce que ça reflète la place qu'ils auront en fin de saison ou pas? Je n'en sais rien. En tout cas, on peut juste constater qu'ils font un super début de saison pour un promu. Généralement, dans les promus, il y en a toujours un qui est toujours un peu en galère et toujours un qui démarre comme Dunkerque est en train de démarrer. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur moment de la saison pour les jouer. Ils sont sur une bonne dynamique, même s'ils ont perdu hier à Nancy, mais 2-1 hein, quand même. Ils ont quand même été marqués un but à l'extérieur.
Et je pense que l'esprit commando, il est plutôt chez Dunkerque en ce moment qu'au Havre. Et effectivement, on va y aller avec des absents. Je ne sais pas ce que Paul Le Guen va trouver comme discours pour motiver les troupes là, mais attention, moi je mets un gros warning sur ce match. Voilà, on a, comme tu l'as dit, notre dernier souvenir face à Dunkerque, il est quand même très douloureux. Alors certes, ce n'est pas dans la même compétition et dans les mêmes circonstances, ce sera pas le même effectif non plus du Havre en face, mais moi je mets un gros attention. Florian, toi, est-ce que tu as le même sentiment que Romain à ce sujet pour la rencontre à venir samedi prochain? Alors oui, j'ai regardé un peu leur résumé de match. À savoir qu'à domicile, Dunkerque n'a pas encore perdu. Sur 3 matchs, c'est 2 victoires et un nul. C'est 3 buts marqués, 1 encaissé. Donc c'est une équipe qui est solide chez elle. À noter que d'après le site SofaScore, que la moyenne de leur note, pour l'instant, c'est le gardien qui a une note de 7 sur 10. Donc attendez-vous à des parades. Que leur meilleur buteur, alors attention, c'est un mot qui compte triple, c'est Billy Ketkeo-Fonfon, qui a marqué 2 buts, mais que sur penalty. Donc attention aussi à ça, c'est peut-être pas une équipe qui marque beaucoup, mais qui peut se procurer des pénaltys assez facilement. Donc c'est une équipe assez solide, qui gagne pas mal de duels. Après, c'est un total de presque 50% de duels gagnés. Donc faudra faire attention sur ça. Sur ces matchs, sur leurs 7 matchs, ils ont 3 matchs où ils sont pas du tout pris de but. Donc c'est une équipe qui va être solide, qui à mon avis va marquer beaucoup de points chez elle cette saison. Après, à mettre en perspective aussi avec nous, qui sommes la 5e équipe à l'extérieur, avec 2 victoires et 2 défaites. Même si on a un bilan au goal average de 4 buts marqués, 6 encaissés. Après, il faudra se rappeler surtout que les 6 encaissés, la plupart viennent du match contre Paris. Donc, inquiet, non. Perplexe, oui, parce que c'est un match qui peut déboucher sur tout et n'importe quoi. Après, comme je l'ai dit, ils n'ont pas encore perdu chez eux. Donc, ceux qui pensent vu que c'est un promu, que ça va être facile, il va falloir les prendre très sérieusement, car c'est une équipe, de toute façon, les équipes promues, la plupart du temps sont basées sur le côté de la hargne, de tout donner sur le terrain et d'essayer de surprendre l'adversaire, parce que vu que les équipes de L2 maintenant commencent à se connaître, donc ils savent comment ils jouent, quand un promu arrive, souvent il est moins connu que les autres, surtout sur sa tactique. Et c'est pour ça que les promus souvent réussissent bien en Ligue 2, parce qu'ils surprennent l'adversaire. Donc c'est un match à prendre très au sérieux. Je pense que Paul Le Guen a vu certains matchs et au moins a vu les scores et la domination à domicile de Dunkerque. Donc ouais, non, c'est comme l'a dit Romain, c'est peut-être pas le bon moment pour les prendre, mais de toute façon, faut passer par là, on n'a pas le choix, et il va falloir être très sérieux. Eh bien, allons-y. Espérons en tout cas que nous aurons un bon match samedi prochain à 19h. Nous en avons fini avec le match à Châteauroux. Passons maintenant à notre deuxième sujet général, Mediapro et les droits télé. Vous n'êtes pas sans avoir écouté ça sur les chaînes de télé, les radios et lu ça dans les journaux. Il y a quelques tempêtes actuellement à la Ligue. Mediapro est actuellement en difficulté. C'est le principal diffuseur. Nous avons fait pour ça un petit résumé de la situation. En avril 2018, Mediapro, groupe sino-espagnol spécialisé dans l'achat-revente de droits sportifs, acquiert les principaux droits de la Ligue 1 et 80% de la Ligue 2 pour plus de 800 millions d'euros par an. Associée aux autres lots, la LFP entre dans le club des ligues aux milliards d'euros annuels de droits télé. Toute à son euphorie, elle néglige de demander une garantie bancaire aux lauréats, se contentant d'une garantie d'actionnaire bien moins sécurisante. Pour plus de détails, je vous renvoie aux vidéos de Romain Molina à ce sujet. Arrive la fin septembre et le moment où il faut régler la deuxième échéance. Délai demandé, refusé par la Ligue, coup de pression et de bluff entre les deux parties, et au milieu de tout ça, des présidents de clubs qui avaient déjà des billets de banque plein les yeux et qui commencent pour certains à avoir des sueurs glacées dans le dos à l'idée de ne pouvoir boucler leur fin de mois. Associé à des rentrées billetteries en chute libre suite aux restrictions liées au Covid, une question peut se poser, combien seront en mesure d'assister au conseil à la fin de la saison ? Quelles vont pouvoir être ensuite les conséquences de cette affaire Mediapro sur le football français ?
Pour information, principalement, le modèle économique du football français est basé sur deux choses. Les droits télé dans une proportion bien supérieure à ses voisins qu'il prétend concurrencer, et ce qu'on appelle le trading de joueurs, qui est en gros l'achat-revente de joueurs à fort potentiel vers des écuries qui sont capables de les acheter une fois qu'ils ont fini leur formation pour un prix nettement supérieur à l'achat. Il y a un gros souci, c'est que les droits télé, il y a un gros point d'interrogation qui est dessus, étant donné que les clubs ont monté leur budget sur un prévisionnel de droits télé qui était nettement supérieur à ce qui était les années suivantes. Et l'autre souci, c'est qu'on s'en est rendu compte là pendant cette intersaison, il y a eu très peu de transferts onéreux, et forcément, les deux méthodes d'alimentation du football français étant Paris, il va y avoir des grosses difficultés, il peut y avoir de la casse. Florian, à ton avis, est-ce qu'on va compter les clubs en dépôt de bilan pendant cette année? Pour ma part, je pense que les équipes ayant investi leur entrée d'argent de droit télé sur des joueurs risqueraient d'avoir des soucis de trésorerie, que ce soit maintenant ou sur des futures saisons. Les risques, c'est quoi? Tout d'abord, perte d'éléments majeurs à moindre coût, c'est-à-dire brader ces joueurs dans des équipes des championnats supérieurs. Par la suite aussi, on peut voir qu'il n'y aura aucun revenu en termes de billetterie et de droits télé. Donc ça fait 2 entrées d'argent qui ne seront pas là cette saison pour les clubs. Ensuite, certains clubs peuvent demander des prêts, ce qui peut entraîner des endettements. Et certaines équipes qui avaient déjà des difficultés financières devant la DNCG devraient encore plus s'inquiéter sur les futurs passages devant le gendarme financier français. Pour le HAC, on est assez serein vu qu'on le passe assez tranquillement chaque saison. On a fait un recrutement sans vraiment dépenser. On devrait être assez tranquille de ce côté-là. Je pense que ce contrat gênera plus les clubs de Ligue 1 que Ligue 2, vu que c'est la base du contrat était sur la Ligue 1, l'attrait le plus important. Mais bon, c'est quand même à surveiller pour certains clubs de Ligue 2. La LFP passe encore une fois pour des idiots. Le foot français passe encore une fois pour des amateurs. Comment ne pas avoir prévu, je ne sais pas, une assurance ou un moyen d'être sûr d'être payé, quoi. C'est vrai que c'est un petit peu ahurissant sur ce sujet. J'ai vu que la LFP chercherait des nouveaux diffuseurs, mais on sait très bien que du coup, ce sont les diffuseurs qui seront en position de force et non la LFP. Du coup, la garantie financière du contrat sera moindre que celui de Mediapro. Il faut aussi penser aux spectateurs et supporters, parce que les matchs ne vont plus être transmis peut-être sur une courte période. Donc impossible de voir son club à la télé ou au stade avec les mesures de Covid. Et aussi, évidemment, ceux qui ont payé leur abonnement à Mediapro. Voilà mon opinion. Je vais rebondir un peu sur ce que a dit Florian. Effectivement, les diffuseurs, on va dire historiques, donc Canal+ et le précédent, donc beIN Sport, qui lui-même a vendu les droits qu'il avait obtenus pour cet appel d'offres à Canal+, qui fait que Canal+ diffuse deux matchs par journée en ce moment, alors que c'était des matchs historiquement beIN. En fait, j'ai vu, moi, c'est qu'il y a deux écoles à Canal+ concernant cette affaire. Il y a l'école du propriétaire, Vincent Bolloré, qui pense comme toi, qui dit on va laisser le truc se casser la gueule complètement. On va les laisser se cracher, comme ça vraiment derrière, on n'aura plus qu'à ramasser les miettes pour une bouchée de pain. Et il y a la deuxième école qui est celle du directeur général de Canal+, Maxime Sada, qui lui par contre dit il faudrait peut-être les prendre au contraire plutôt vite pour éviter que ça se casse la gueule complètement, parce qu'un produit qui se casse la gueule, ça vaut rien. Alors que là, il y aura peut-être un peu de vaisselle cassée, quelques peintures à refaire, mais au moins le truc est encore suffisamment en état pour qu'il ait une certaine valeur. Donc de toute façon, dans les deux cas, ce sera pas le contrat Mediapro, parce que le contrat de Mediapro est une aberration économique au niveau de la France. Mediapro s'est basé sur des études pour un public potentiellement fan de foot, comme peuvent l'être les Espagnols ou les Anglais, en fonction d'un abonnement qui, à 25 €, recruterait 7 millions d'abonnés par mois permanents pour être rentable, ce qui n'y arrivera pas. Et il n'avait pour ça, d'ailleurs, que la Ligue 1 dans un premier temps et la Ligue des Champions qui est venue avec RMC. Pour information, beIN Sport, ça fait beaucoup plus longtemps qu'ils sont sur le terrain. Ils sont moins chers, ils ont une offre beaucoup plus large, ils en sont à la moitié.
Donc c'était juste infaisable. Romain, à ton avis, on en est où? On est au milieu du gué, on va voir des bateaux couler, on va tous arriver à bon port, mais en colmatant un peu les brèches. Quel est ton sentiment sur ce qui se passe en ce moment dans le football français? La LFP a commencé à colmater les brèches, étant donné qu'ils ont contracté un crédit à la hauteur de ce que leur devait Mediapro au 5 octobre. Et donc pour l'instant, normalement, de ce que j'ai compris, hein, les clubs vont voir arriver leurs droits TV, mais sous forme de crédit contracté. Après, ce qui se dit aussi, c'est que la LFP va dénoncer le contrat de toute façon. Donc effectivement, on va aller vers un nouvel appel d'offres. Maintenant, moi, la grande question, comme la différence, c'est le temps que ce nouvel appel d'offres se fasse, on sait que ça se fait pas du jour au lendemain. Est-ce que c'est Mediapro qui continue à diffuser? Est-ce qu'on n'a plus le droit de regarder du foot à la télé? Ça sera la grande question aussi. Alors, pour côté spectateur. Une autre possibilité aussi que je mets en parallèle de ce qui s'est passé en Angleterre justement récemment, c'est où les matchs ont été remis à la carte en plus des abonnements. C'est-à-dire qu'on a vu des matchs qui ont été diffusés en dehors des cadres classiques, parce qu'il y a certains matchs en Angleterre qui ne sont pas diffusés et qui étaient vendus, je crois, pour 17 livres. Donc un équivalent de 20 à 25 euros en plus des abonnements classiques. Et les abonnements football en Angleterre coûtent à la base très cher. C'est également une possibilité qui n'est pas impossible. À un moment déjà que le portefeuille des supporters téléspectateurs avait été bien attaqué, là ça va peut-être lâcher. Ouais, il y a Jean-Michel Aulas qui a lâché aussi ce sujet sur le fait que le football devait se moderniser au niveau de la diffusion et être disponible plus sur des plateformes de type Spotify, Amazon, etc. Mais pas via Spotify, mais de type Spotify avec la même offre commerciale, ou alors aussi, comme tu dis, des matchs à la carte comme on a pu avoir sur Foot Plus à un moment donné, il y a un certain temps déjà. Moi, je voulais aussi revenir sur quelque chose. On parle beaucoup des clubs de Ligue 1, on parle déjà un petit peu moins des clubs de Ligue 2 par rapport à ce problème, mais c'est tout aussi problématique et nous on pense au hack bien évidemment. Et il faut aussi qu'on parle du sport amateur. Et oui, parce que moi j'ai lu ça. Il faut savoir qu'en 99, il y a quand même une ministre qui s'appelle Marie-Georges Buffet qui avait fait voter une loi qui fait qu'il y a 5% de cession de ces droits télé qui retournent au sport amateur via le Fonds national de développement du sport. Et donc, il faut aussi mettre en avant que le sport amateur peut se retrouver aussi touché par ce problème de droit télé. On n'y pense pas, mais il faut le mettre en avant. Et du coup, ça peut toucher quand même énormément de monde. Et tu vas avoir beaucoup de projets d'infrastructures qui vont être bloqués parce que ce fonds de développement sert à la construction d'infrastructures, au renouvellement du matériel roulant, genre des minibus pour les clubs. Et effectivement, c'est une source qui est non négligeable. 5% de 1 milliard, ça fait 20 millions d'euros par an. Bon, pour un club amateur qui dépose des dossiers pour 2000, 5000, voire 10 000 quand c'est des gros projets, c'est certain que ça bloque tout. Ça peut potentiellement bloquer pas mal de projets et qui seront décalés à 1, 2 ou plus. Revenons sur le sujet par rapport au hack. Sur Actu, nous avions lancé un sondage sur lequel on demandait le ressenti aux supporters sur savoir est-ce que vous pensez que le hack va être en difficulté. Quels sont les résultats de ce sondage, Romain? Alors oui, donc sur Actu, on avait lancé un sondage, donc suite aux difficultés de Mediapro, êtes-vous inquiet pour les finances du hack? On avait voulu recentrer un peu le débat sur notre club, hein, bien évidemment. On avait proposé oui, un peu et pas du tout, et c'est le pas du tout qui l'emporte avec 52%. On a donc la majorité des gens qui ne sont pas du tout inquiets pour les finances du hack. On peut croire qu'ils ont raison, étant donné qu'on a fait que du transfert gratuit cet été, qu'on a vendu Kadewere au mois de janvier pour 10 millions d'euros. On peut penser que tout ira bien au hack. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars. Rapidement, Florian, est-ce que pour toi, inquiet, un peu, pas du tout? Non, parce que, comme on l'a dit, transfert gratuit, des finances qui depuis quelques années, ont toujours été saines et qui ont passé la DNCG assez facilement. Donc non, je vois pas de grand risque pour le hack cette année. Pour moi, pas du tout également. Je pense qu'on est à peu près sur le même sujet. Romain, oui. Ajouter un petit mot. J'ai lu aussi une interview du président du SCO d'Angers qui déclare quand même dans la presse que 80% de son budget est fait sur les droits télé. Donc je sais pas combien de clubs
sont dans ce cas-là. Je ne pense pas que ce soit le cas du HAC. Encore une fois, je n'ai pas les détails, mais je pense pas. Mais il faut savoir que un club comme le SCO d'Angers, 80% du budget du club est construit sur les droits télé. Oui, et pourquoi? Parce que Angers a aussi l'habitude de faire beaucoup de. On parlait là, Angers, c'est vraiment un cas d'école, droit télé, trading de joueurs. Il se base sur les droits télé, donc qui est sa ressource principale. Il a des recettes billetterie qui ne sont pas énormes par rapport à ce qu'il fait. Et par contre, Angers vend très bien ses joueurs et on rachète aussi. Angers, de temps en temps, on voit certains transferts qui se font à Angers. Angers dépense de l'argent dans les transferts. Donc lui, pour le coup, lui, il est en plein dans le cœur de cible. Pas de recettes propres en tant que telles, que des recettes externes. Donc là, il peut effectivement avoir très peur. Mais bon, en tant que chef d'entreprise, quand tu bases ton budget sur une recette qui est pas diversifiée, forcément, si cette recette se casse la gueule, t'as plus rien. Donc c'est potentiellement un cas d'école. Mais bon, c'est le cas du SCO. Moi personnellement, je le redis, au niveau du HAC, vu qu'on nous dit des fois, on a la dent dure. Je rappelle notre manifeste. Nous avons tout loisir aussi de dire que nous pensons que les choses sont bien faites. Je pense que sur ce point-là, au moins, les choses sont bien faites. Au HAC, à ce niveau-là, je pense qu'on est tranquille et que même s'il y a un déficit, il y a eu suffisamment de réserves sur les années précédentes pour voir venir là où beaucoup d'autres de nos amis en Ligue 2 et en Ligue 1 peuvent avoir beaucoup de soucis à se faire. C'est terminé sur ce point à notre niveau. Maintenant, chers amis auditeurs, c'est à vous. Activez-vous, c'est maintenant. Réaction de vous, chers amis auditeurs. Romain, à toi les manettes maintenant. Qu'ont pensé les internautes des différents sujets que nous avons abordés aujourd'hui? Alors déjà, dans un premier temps, on va revenir sur le match contre Châteauroux. Donc il y a Fanatic du 76-13 qui dit qu'il a pas de coup de gueule sur ce match. Pour lui, c'est logique, les deux équipes auraient pu l'emporter. Nous sommes pour le moment à notre place, donc au niveau du classement, je pense. Et il faut l'admettre. Ensuite, je pense que la sortie de Oumout et Jamal change la donne. Il pense qu'on aurait fait un autre résultat avec ces deux joueurs-là en deuxième mi-temps. Il a trouvé que Victor Lecal avait fait un bon match, qu'il était très impliqué. Et dans les moins, il a mis les choix de Paul Le Guen. Je sais pas exactement pourquoi. Il y a Tyranner qui nous dit on a enfin vu du mouvement, du lien entre le milieu, avec un très bon Vic et l'attaque. On a eu les occasions de gagner, mais avec les blessures, c'est déjà ça, dans le sens où oui, il pense aussi qu'avec les deux joueurs qui se sont blessés, on aurait certainement pu faire un autre résultat. Clem76LH, qui nous écrit régulièrement, qui trouve pour lui que c'était le meilleur match depuis le début de saison du HAC. Alors Clem76LH, comme on sait aussi que tu nous écoutes, ça serait bien que tu nous développes un petit peu ça, parce que comme tu penses que c'est le meilleur match, que tu nous donnes un peu tes arguments. Et ensuite, on a Steve Legros qui trouve qu'on a fait une bonne deuxième mi-temps, avec de l'envie, avec une meilleure circulation de balles. Il y avait de la place de mettre un deuxième but. Match intéressant de Bentil. Mais on a vu qu'on n'avait pas de remplaçant à Thierry, en tout cas pour le moment, et du fait que Boutaïm ne soit pas qualifié. Et le Hack Foot est à sa place et ne peut pas pour le moment espérer mieux qu'une 10e place. C'est à noter qu'on n'a pas eu beaucoup de retours sur ce match-là. Faut dire aussi qu'il n'y avait pas beaucoup de gens au stade, donc du fait de la jauge des 1000 places. Et donc, est-ce que beaucoup de gens ont pu voir le match? C'est une question à se poser. On vient de parler de téléfoot à 25 € par mois. Bon, il restait aussi la possibilité d'écouter bien sûr sur France Bleu, mais pas si évident pour venir critiquer ou venir donner quelques commentaires sur ce match. Entre ceux qui n'ont pas pu le voir et peut-être certains qui n'ont peut-être pas eu envie de voir ce match spécifiquement, espérons en tout cas que ce désintérêt relatif ne soit que temporaire. Est-ce que tu as eu des réactions concernant notre deuxième sujet et principalement le fait de savoir si le HAC serait mis en difficulté cette année du fait des problèmes de droits télé? Alors on a Polo LH qui a réagi sur les droits télé. Je peux vous lire ce qu'il nous a écrit. Donc il dit: s'il y a des cessations de paiement de la part des diffuseurs, c'est pas le fait qu'on soit à plus 4 millions sur le solde là où les autres sont à 0 ou moins 2 qui va nous sauver. Nous permettre de tenir un peu plus longtemps à la rigueur. Donc là il parle vraiment du HAC. Avoir la renégociation avec les futurs diffuseurs.
Ensuite, il rajoute qu'il croit qu'on se rend pas bien compte que les droits TV, c'est entre 25 et 50% des recettes d'un club de Ligue 2 et entre 40 et 80% des recettes en Ligue 1. Si on retire les droits TV, c'est tout le football pro français qui est en faillite. C'est pas propre à la France d'ailleurs. Voilà. Donc après, effectivement, donc j'avais écrit à Polo et Lâche que justement, c'était justement pour ça, sur ce qu'il mettait en avant, qu'on voulait en parler dans les activistes. Et donc on voit que Polo et Lâche, il réagit de la même manière que ce qu'on a pu débattre juste avant. Sauf en rappelant, bien entendu, ça va pas être zéro cette année. Le contrat va être à la baisse, mais ça va pas être zéro. Mais c'est certain qu'il y aura quand même de la casse. On vous remercie en tout cas, chers auditeurs, de nous avoir partagé votre avis. Bon, il est temps de terminer l'émission avec les petites brèves du hack dont vous avez l'habitude. En bref, D1 Arkema, dur apprentissage et regroupement général pour les féminines du hack. Une défaite 2-1 à Dijon. Une 10e place, désormais à 1 point des premiers relégables. Et 5 matchs sans victoire. Dur apprentissage, on n'en doutait pas. Le début de saison nous avait peut-être laissé croire que ce serait peut-être un peu moins difficile que ce que ça a été. Mais ça confirme que ce sera difficile jusqu'au bout. On souhaite aux filles de Thierry Huvenard de pouvoir rapidement prendre les points nécessaires à leur maintien. Deuxième point que nous souhaitions voir avec vous, notre concours de pronostics qui est en cours. Romain, est-ce que tu peux nous faire un petit point au niveau des classements ? Ouais, donc on a toujours plus de participants. On est content de vous faire jouer et éventuellement gagner le maillot de Victor Lecal. Et après, donc j'ai pas le classement après le match de Châteauroux, c'est un peu tôt, mais après 6 journées, donc on a Dom Khan qui est premier avec 43 points, Kulissam qui est juste derrière avec 39 points, et York 76 qui est troisième avec 34 points. C'est comme la Ligue 2, hein, ça se tient dans un mouchoir de poche. Et jusqu'au 10e, le 10e par exemple, c'est Sébastien P, il a 29 points, donc il y a quand même 10 points d'écart déjà entre le 10e et le 2e. Et bien sûr, on vous encourage à continuer à jouer. N'oubliez pas que quand il n'y a que les filles qui jouent, on lance quand même les pronos, puisque le concours se réalise sur l'AD1 Arkema et sur la Ligue 2. Donc même quand c'est un week-end où c'est que les féminines qui jouent, il faut bien sûr pronostiquer. Ouais, très bien. Et on conclura par une dernière petite information. La Fédération du supporter a envoyé les cartes. Les gars, merci. Elles sont bien arrivées. Vous avez fait du bon boulot. Et c'est fini pour ce soir. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Pour ne pas manquer nos prochaines émissions, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Laissez-nous un pouce bleu, un commentaire et mettez la cloche afin d'être prévenus dès la sortie. Nous sommes également disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Rejoignez-nous sur Twitter @actu_fr avec le hashtag activiste au pluriel, ainsi que sur notre site actu.fr pour recevoir nos alertes articles et participer au concours de pronostics. Vous pourrez nous retrouver dans les journaux matinaux de notre partenaire France Bleu Normandie chaque jour de match. Retrouvez également 100% Célémarine du lundi au vendredi entre 18h et 18h30 avec François Manoury et Greg Godefroy où vous pourrez gagner des places pour les matchs du HAC au Stade Océane. Nous vous souhaitons une bonne soirée, à bientôt pour le prochain numéro des activistes et en attendant, allez le HAC!